Dans cette vidéo, nous allons expliquer les étapes principales de la réaction inflammatoire. Donc il y a déjà quelques légendes. Nous avons dans notre dessin, nous avons ici le vaisseau sanguin. Le vaisseau sanguin est délimité par des cellules que l'on appelle des cellules endothéliales. On constate bien ici que les cellules endothéliales sont délimitées, sont accolées les unes aux autres pour bien créer une intégrité et pour bien pouvoir maintenir le sang, d'accord, et ces cellules à l'intérieur de ce tuyau qui correspond au vaisseau sanguin. Et puis, à l'extérieur de ce vaisseau sanguin, nous avons un tissu qui, en l'occurrence ici, est un tissu infecté. À l'intérieur de ce vaisseau sanguin, on a plusieurs acteurs. On a des globules rouges, d'accord, que je pourrais représenter, mais pour un souci de clarté du schéma, je ne les ai pas représentés. Mais il y a surtout des globules blancs, cellules de défense de notre organisme, qui vont nous intéresser. Il se trouve que parmi ces globules blancs, comme on l'avait vu dans l'ensemble documentaire que nous avons étudié ensemble, les cellules leucocytaires qui sont impliqués dans la réaction inflammatoire sont de deux types. Il y a les monocytes, on les reconnaît ici avec leur noyau très particulier, et les granulocytes, d'accord, de différents types, mais nous ne ferons pas la distinction ici. Enfin, si on se place maintenant dans le tissu, je vous ai dit que c'était un tissu infecté. À partir du moment où c'est un tissu infecté, il faut essayer de trouver l'agent infectieux. Sur notre schéma, on a choisi de représenter l'agent infectieux sous forme d'un micro-organisme qui correspond à une bactérie. L'élément important de cette bactérie, ici il se trouve donc, on va l'indiquer que l'on a affaire à une bactérie, c'est qu'à la surface de cette bactérie, je vais avoir quoi? Je vais avoir un motif moléculaire très particulier. Ce motif particulier, c'est ce qui va être reconnu par les cellules de défense de l'organisme qui sont présents ici dans ce tissu. C'est un motif moléculaire, c'est ce que l'on appelle un motif antigénique. Le terme antigène désigne le nom de la molécule de surface qui va désigner l'élément du non-soi et qui va permettre sa reconnaissance. Il se trouve que là, on va lui donner ce motif antigénique le nom de PAMP pour Pathogen Associated Molecular Pattern. D'accord? Donc ce terme de PAMP, il va être important, puisque c'est le nom que l'on donne à l'ensemble des molécules présentes à la surface des organes, des organismes, micro-organismes infectieux, et qui vont être reconnus. Mais reconnus par qui? Puisque si, dans un premier temps, et c'est ce que l'on va représenter ici, on a le signal de danger avec ces PAMP, avec la pénétration dans le soi, dans un tissu qui normalement ne devrait pas comprendre de micro-organismes de ce type-là, il va y avoir donc dans une première étape ce que l'on appelle un signal de danger. Ce signal de danger correspond tout simplement à une infection. Donc 1, vous avez un signal de danger. 2, il va falloir tout simplement que ce signal de danger soit repéré par des cellules qui sont présentes dans l'organisme. Et ces cellules qui sont présentes dans l'organisme, c'est ce que l'on appelle, et qui vont avoir pour travail de détecter le signal de danger, de détecter, donc détection de l'infection, c'est la deuxième étape. Et la deuxième étape qui correspond donc à la détection de l'infection, elle se fait par des cellules que l'on appelle des cellules sentinelles. Il existe différents types de cellules sentinelles. J'ai, en ce qui me concerne, choisi de représenter, là encore on ne peut pas tout représenter, j'ai choisi de représenter comme exemple de cellules sentinelles un mastocyte. D'accord? Donc ici, on a une cellule sentinelle. Et cette cellule sentinelle, donc c'est une cellule sentinelle de type mastocyte. Et cette cellule sentinelle de type mastocyte, vous voyez qu'elle a une organisation particulière. Évidemment, elle a un noyau. Il faut remarquer que tous les noyaux sont représentés de la même façon, quelles que soient les cellules sur ce schéma. Donc cette cellule sentinelle, elle a tout simplement un noyau, mais elle a aussi des petites vésicules. Et à la surface de sa cellule, elle va
Donc elle contient des petites vésicules que je remplirai tout à l'heure, ou que je peux remplir tout de suite. Donc elle contient des petites vésicules qui elles-mêmes contiennent des molécules que l'on va appeler médiateurs chimiques. Et ces petites molécules que l'on va appeler médiateurs chimiques, tout simplement, vont jouer un rôle dans la réaction inflammatoire. Mais d'abord, il faut qu'elles détectent la présence d'un élément étranger dans le tissu. Et dans ce cas-là, il faut donc que cette cellule possède à sa surface ce que l'on va appeler des récepteurs. Donc, ces récepteurs qui sont présents à la surface de cette cellule sentinelle, c'est ce que l'on va appeler, donc ce sont évidemment des molécules, ce sont des molécules transmembranaires de grande taille qui vont avoir pour fonction, donc c'est ce que l'on va appeler des récepteurs PRR. Ils vont avoir pour fonction, ces récepteurs PRR, la reconnaissance des motifs PAMP. Donc ce qui va se passer, c'est que l'un des motifs PAMP de mon élément du non-soi va être reconnu par ce récepteur PRR. J'ai ici ma bactérie, donc, qui va être reconnue. Il va y avoir une interaction entre le récepteur et la molécule antigénique de surface de ma bactérie. Et ce qui va se passer, c'est que la reconnaissance, donc le processus de reconnaissance, va tout simplement entraîner, donc ça va être le troisième élément, va tout simplement entraîner la libération de ces petites molécules contenues à l'intérieur de ma cellule sentinelle que l'on appelle des médiateurs chimiques. Et parmi ces médiateurs chimiques, il se trouve qu'il en existe plusieurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer que du fait de la reconnaissance, cette molécule va tout simplement migrer, cette vésicule va migrer et va se retrouver proche de la membrane, ce qui permettra par exocytose, terme que vous n'avez pas à retenir en première, et qui va par exocytose entraîner la libération de ces médiateurs chimiques ayant en fait plusieurs fonctions que l'on va noter maintenant. Donc ces médiateurs chimiques, je les indique ici, et ils vont avoir plusieurs rôles, et surtout plusieurs noms. Donc ce sont des médiateurs chimiques. C'est ce qui va permettre la communication entre les cellules lors d'une réaction inflammatoire. Et ces médiateurs chimiques, il en existe en gros 3 types. Il existe l'histamine, il existe les prostaglandines et il existe, troisième, les cytokines pro-inflammatoires. D'accord ? Et il existe les cytokines pro-inflammatoires. Donc voilà ces 3 éléments. Ces 3 médiateurs chimiques, une fois qu'on les a notés, alors ils ne sont pas tous libérés par les mastocytes, c'est pour des raisons de simplification, c'est-à-dire que les mastocytes libèrent histamine et prostaglandine, mais sont aussi capables de libérer des cytokines pro-inflammatoires, tandis que d'autres cellules peuvent libérer uniquement les cytokines pro-inflammatoires. D'accord ? À quoi vont servir ces médiateurs chimiques ? Plusieurs fonctions. Dans les fonctions, il va y avoir, et c'est ce qu'on va représenter tout simplement avec une flèche, il peut y avoir comme première fonction la vasodilatation. Et c'est ce qu'on va représenter ici. Donc toutes peuvent avoir à peu près la même fonction, peuvent entraîner ce que l'on appelle donc la vasodilatation. La vasodilatation étant donc un des mécanismes que l'on va noter ici. Donc on a libération des médiateurs chimiques, n'oublions pas de continuer de légender. On a ici donc en
troisième mécanisme, ici, en troisième mécanisme, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons tout simplement avoir la libération des médiateurs chimiques suite à la reconnaissance du motif moléculaire PAMP par le récepteur PRR. Donc libération des messagers ou médiateurs chimiques. Vous retenez le terme qui vous paraît le plus simple à retenir, il n'y a pas d'importance là-dessus. Donc libération des médiateurs chimiques. Une fois que ces médiateurs chimiques sont libérés, ça va avoir plusieurs effets. Vasodilatation, augmentation de la perméabilité vasculaire, recrutement, facilitation du recrutement des globules blancs. D'accord? Donc, comment on va pouvoir le représenter? Ici, vous avez vu, j'ai légèrement gonflé mon vaisseau. Pour pouvoir ensuite légender, j'ai légèrement gonflé mon vaisseau pour ensuite pouvoir représenter du coup la notion de pour pouvoir représenter la notion de vasodilatation. Donc du coup, je l'ai ici et je vais l'écrire. Donc je vais mettre 4 vasodilatation. Hop. Je vais l'écrire à cet endroit-là. Je pourrais l'écrire ici. Hop. Donc, 4. Vasodilatation, c'est-à-dire augmentation de la taille du vaisseau. D'accord? Donc, vasodilatation plus augmentation de la perméabilité vasculaire. OK? Donc, plus perméabilité, augmentation de la perméabilité vasculaire. D'accord? Donc ça, c'est un mécanisme qui a été induit par ces cytokines pro-inflammatoires, ces prostaglandines et l'histamine, 3 des médiateurs chimiques libérés du fait de la reconnaissance. Maintenant, il se trouve que vous voyez que du fait de la libération de ces médiateurs chimiques, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est qu'on a une augmentation du recrutement. D'accord? C'est-à-dire que 4, c'est l'augmentation de la vasodilatation, mais on a aussi, alors on pourrait faire une flèche comme ça, quelque chose qui va permettre à ces cellules d'être recrutées et surtout, d'accord, de venir sur le terrain infecté pour aider à la destruction des éléments étrangers. Et c'est ce qu'on va pouvoir noter avec ici la flèche verte que j'ai représentée ici. On va appeler ça 5, augmentation du recrutement. D'accord? Et de la production de cellules et de molécules de l'immunité innée. Donc on va mettre notre 5 ici. Donc le 4 et le 5 se passent à peu près de façon synchrone. Hein, d'accord? Donc c'est ce que l'on va appeler le recrutement. D'accord? Mais vraiment comme un DRH recruterait différents employés pour son entreprise, il se trouve que les médiateurs chimiques recrutent de nouvelles cellules dans le vaisseau sanguin pour qu'une fois qu'elles sont recrutées, elles viennent sur le terrain. Donc pour venir sur le terrain, et c'est ce qui est représenté ici avec cette cellule qui est en train de se faufiler entre deux cellules endothéliales, il va donc y avoir tout simplement ce que l'on appelle passage d'une cellule depuis son milieu vaisseau sanguin vers le tissu. C'est ce que l'on appelle la diapédèse. Dia au travers, pédèse, le passage, d'accord, de la cellule depuis le sang vers le tissu infecté. Une fois que cette cellule est une fois que cette cellule est tout simplement dans le tissu infecté, qu'est-ce qui va se passer? Elle va tout simplement soit rester sous la forme de granulocytes, c'est ce qu'on voit ici par exemple dans cette image là, donc elle reste ici, c'est de nouveau un granulocyte, et pouvoir réaliser ce que l'on appelle de la phagocytose, sachant que, je vous le rappelle, les granulocytes, en fonction de leur type, peuvent être responsables de la phagocytose des bactéries ou des vers parasites ou d'autres actions de destruction. S'il s'agit de monocytes, je vous rappelle que j'en ai mis un ici, ce monocyte va pouvoir se transformer spécifiquement en une grosse cellule que l'on appellera un macrophage, et ce macrophage va alors avoir pour fonction de détruire, ici j'ai un granulocyte, va avoir pour fonction ici
Donc je vais ici indiquer que j'ai affaire à un macrophage. Alors il pourrait tout simplement macrophage, macro gros, phage qui mange. Il a une action de phagocytose. D'accord? C'est une action, il va faire quoi? Il va faire de la phagocytose, c'est-à-dire qu'il va réaliser alors, ce que je vais appeler de la phagocytose. Donc cette phagocytose, je vais la représenter tout simplement ici et je vais vous verrez les détails de la phagocytose dans une autre vidéo. Donc comment ça se passe? Mon élément étranger qui a été reconnu, il va être tout simplement pris en charge. Vous allez voir comment dans la prochaine vidéo. Il va être pris en charge par ce macrophage pour, in fine, être tout simplement détruit. D'accord? Donc ça va me faire, donc j'ai ici évidemment mon macrophage avec, pardon, mon élément infectieux avec ces motifs moléculaires qui, comme vous le voyez ici, va être pris en charge par mon macrophage. On remarque ici la structure de ce macrophage, voire prochaine vidéo. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? C'est la dernière étape de la réaction inflammatoire. Eh bien, il va y avoir, c'est le 7, il va y avoir élimination des agents infectieux, donc des agents du non-soi, responsables de l'infection, par le macrophage au cours de ce que l'on appelle la phagocytose. Donc là, je vais quand même pouvoir le noter ici et je vous envoie à la prochaine vidéo pour plus de détails. Donc j'ai du coup sur ce schéma-là, je vais avoir, parce que nous avons vu au début les étapes de la réaction inflammatoire. C'est-à-dire que du fait de la vasodilatation, de l'augmentation de la perméabilité vasculaire, je vais avoir chaleur et gonflement. Chaleur et gonflement sont deux des éléments qui peuvent être expliqués de ce fait-là. D'accord? Ça veut dire que quand il y a une réaction inflammatoire, il y a des symptômes propres à cette réaction inflammatoire. Et ces symptômes sont explicables par les étapes que l'on vient d'expliquer. Vasodilatation, augmentation de la perméabilité vasculaire permettent d'expliquer la chaleur, c'est-à-dire que si le vaisseau est plus gros, on se rapproche de la peau, et si on se rapproche de la peau, il va tout simplement y avoir plus de chaleur libérée. Il va également y avoir gonflement au niveau du tissu, c'est-à-dire que s'il y a notamment sortie de plasma, cela peut expliquer un gonflement. Le rapprochement des vaisseaux sanguins de la peau, plus près de la peau, peut aussi expliquer la rougeur. D'accord? Donc, on peut avoir chaleur, gonflement, on peut avoir également rougeur. L'ensemble de ces éléments étant expliqué par ces mécanismes d'augmentation de la taille des vaisseaux sanguins, du phénomène de recrutement, du phénomène de diapédèse, etc. Vous allez me dire, il y a aussi souvent une douleur au cours d'une réaction inflammatoire. Et cette douleur, elle est provoquée par un type de molécules que l'on appelle les prostaglandines, qui vont tout simplement, alors je vais le mettre comme ça, qui vont tout simplement stimuler des fibres nociceptives présentes au sein du tissu et ça nous fait la douleur. Donc dolore, calore, tumor, rubor, ce sont l'ensemble des 4 symptômes caractéristiques d'une réaction inflammatoire.